Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Vous avez reconnu le Space Oddity de David Bowie, puisqu'on va aujourd'hui sur la Lune, dans le podcast Paroles d'Histoire, en compagnie de Tintin, pour s'intéresser aux sciences dans l'œuvre d'Hergé, puisque c'est un aspect évidemment très présent, aussi bien dans le diptyque Objectif Lune, on a marché sur la Lune, que dans toute la série d'albums que l'on étudie dans cette série de podcasts Histoire de Tintin. Pour en parler, j'ai le plaisir d'être avec Jérôme Lambert, bonjour. Bonjour. Vous êtes physicien, maître de conférence à l'Université de Rennes, vous vous intéressez à la représentation des sciences dans la culture populaire, dans la bande dessinée, que ce soit chez Gaston ou chez Hergé. Alors chez Hergé justement, peut-être ma première question serait pour vous demander qu'est-ce qui fait que l'œuvre d'Hergé intéresse tant les scientifiques. Il y a toute une bibliographie qu'on citera en fin d'émission de travaux qui ont cherché à questionner, à décrypter tout ce qui est montré de scientifique dans les albums de Tintin. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une résonance particulière de cette œuvre pour ceux qui ont une curiosité scientifique ? C'est très 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 marrant parce que finalement c'est l'intérêt des scientifiques pour Hergé traduit l'intérêt d'Hergé pour les sciences. Hergé se sert des sciences, des scientifiques à plusieurs reprises dans ses albums, peut faire appel aussi bien à la technologie, aux techniques les plus modernes pour envoyer ses personnages sur la Lune, mais aussi avoir recours à des astuces de scouts presque, pour résoudre certaines situations périlleuses pour Tintin. Donc dans ces cas-là, et puis aussi dans la manière dont il présente les scientifiques, il y a beaucoup de choses à examiner. Il avait manifestement un rapport à la science assez respectueux et qui traduisait peut-être d'une certaine manière l'état d'esprit de l'époque vis-à-vis des sciences et des scientifiques. Alors dans cette émission, on va essayer de faire en deux temps, d'abord d'aborder justement ces questions un peu générales sur la représentation de la science, et puis ensuite on prendra les différents albums, les quatre principaux qui mettent en jeu la science, l'étoile mystérieuse, le diptyque sur la Lune et puis l'affaire Tournesol, dans la deuxième partie de l'émission. Dans cette première partie, on peut effectivement peut-être se questionner sur la curiosité scientifique d'Hergé. Qu'est-ce qu'on sait finalement de ses lectures, de sa curiosité? Est-ce qu'on sait de quelle manière il se documentait? Il est vrai qu'il avait un grand souci de minutie, pas seulement pour la science, pour les navires, les avions. Dès qu'il avait quelque chose à représenter, il se documentait. Donc, est-ce qu'on sait comment il se documentait pour les questions scientifiques dans son œuvre ? Alors, on en a un exemple avec le diptyque sur la Lune. On sait qu'il s'est renseigné auprès de scientifiques et de vulgarisateurs. L'exemple d'Alexandre Adanov est bien connu, qui est auteur de l'astronautique en 1950, donc une œuvre contemporaine de l'album sur la Lune. Il s'est aussi documenté dans des revues de vulgarisation. On a des représentations d'objets de science dans les albums de Tintin, qui reproduisent presque exactement des objets dont on pouvait voir les photographies dans des revues de vulgarisation. Quand Hergé dessine un télescope, c'est en général un télescope qu'on trouve dans le monde réel. Tout à fait. L'exemple connu est le télescope de Yerkes aux États-Unis, qui est reproduit vraiment de manière fidèle dans l'étoile mystérieuse au début de cet album, dans le laboratoire du professeur Calice. On sait que Hergé, en particulier après la Deuxième Guerre mondiale, a beaucoup plus de scrupules quand il cherche à représenter le monde réel, et il sait qu'il ne sait pas pour un certain nombre de choses, contrairement à, on en avait parlé à ce micro, à Tintin au Congo, où là, il avait une ignorance presque assumée. Là, au contraire, il cherche à se documenter. Donc, pour Objectif Lune, par exemple, on sait qu'il a rencontré un certain nombre de gens pour répondre à ces questions, qu'il a fait des visites sur des sites scientifiques. Oui, par exemple, il est allé visiter un centre de recherche atomique à Charleroi durant la préparation de son album sur la Lune. Il s'est entouré de gens pour se documenter sur les décors en particulier qui allaient être représentés dans ce diptyque. Donc, on a Albert Weinberg et on a aussi la collaboration de deux scénaristes dont vous allez me rappeler le nom. Donc Jacques Van Melkebeek et Bernard Heuvelmans, c'est ça, qui ont fortement contribué à l'élaboration d'un premier scénario, mais qui n'a pas satisfait Hergé, qui était peut-être un peu plus rigoureux dans son approche scientifique de l'album que ces deux scénaristes.
On peut difficilement parler de la science dans l'œuvre d'Hergé sans évoquer le personnage central de Tryphon Tournesol, qui fait son apparition dans Le Trésor de Rackham le Rouge, et qui a une trajectoire intéressante. Alors beaucoup de gens ont cherché à savoir, est-ce que Tournesol a des équivalents dans le monde réel ? Tournesol a certainement énormément d'équivalents dans le monde réel. Il est, pour beaucoup d'entre nous, il est la représentation du scientifique, avec certains travers inévitables des scientifiques, les tours de rive, la surdité éventuellement. Il est beaucoup moins caricatural que cela en réalité dans les albums. Tournesol, c'est un personnage assez complexe qui gagne en richesse au fur et à mesure des histoires de Tintin. Et on a donc une sorte d'inventeur génial, mais un peu marginal dans Le Trésor de Rackham le Rouge. Oui, génial avec des guillemets, parce que quand on pense à sa machine à brosser les habits, Haddock en ressort en lambeaux, donc le premier essai de submersible, il monte dedans, le sous-marin se détruit immédiatement, donc génial. On a quelques doutes au départ sur ce personnage. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il est plutôt parti pour concourir au concours Lépine annuel, et puis au final, son invention tient la route. Donc c'est comme toutes les inventions, il faut remettre l'ouvrage plusieurs fois sur le métier avant d'arriver à faire fonctionner l'invention correctement. Mais à la conclusion de l'album, le sous-marin marche et il en vend le brevet à l'État, et ceci lui permet d'ailleurs de racheter Moulinsart. Donc cet album se termine sur un grand succès pour Tournesol, malgré les errements que représente la machine à brosser le capitaine Haddock. Alors, pour les inspirations dans le monde réel, il y a eu plusieurs noms qui ont été avancés pour trouver des possibles inspirations d'Hergé, notamment, je crois, un savant suisse. Oui, tout à fait. Un savant suisse qui s'appelait Auguste Piccard, qui ressemble trait pour trait à Tournesol, à l'exception de sa haute taille. C'est un savant dont la photo rappellera à tout le monde la figure de Tournesol, les petites lunettes cerclées de fer, la barbichette et le col amidonné. C'est un savant qui a connu la célébrité parce qu'il a fait des expériences de ballon dans la haute atmosphère. Il est monté extrêmement haut dans la stratosphère, et il est descendu extrêmement bas puisqu'il a expérimenté un modèle de bathyscaphe, le premier modèle de bathyscaphe qui lui a permis de descendre à une profondeur de 4000 mètres. Et alors il est le premier d'une lignée de s'aventurier, comme ils aiment s'appeler, puisque son fils et son petit-fils ont eux-mêmes pris cette succession dans l'exploration des profondeurs et de l'atmosphère, parce qu'il y a aussi l'avion solaire, je crois. Tout à fait, c'est son petit-fils qui est connu pour cela. Alors on a aussi parlé du père de Michel Rocard, Yves Rocard. Il y a des parallèles Alors le père de Michel Rocard est un physicien très connu du XXe siècle. Il a dirigé le département de physique de l'école normale à la fin de la guerre. Il a reconstruit vraiment l'activité, il a participé à la reconstruction de l'activité scientifique du département de physique. Il est connu aussi parce que vers la fin de sa carrière, il s'est consacré à la radiesthésie, et ça évidemment c'est quelque chose qui nous rappelle Tournesol. Mais ceci étant, cette analogie pourrait être en fait un anachronisme, parce que la radiesthésie apparaît chez Tournesol dans Le Trésor de Rackham le Rouge, dès le premier album, un peu plus à l'ouest, tandis que les travaux de Rocard sur la radiesthésie sont plus récents. Voilà un exemple de la vie qui imite l'art et non pas l'inverse, comme ça arrive parfois. En préparant cette émission, on est tombé sur un certain nombre de textes, notamment une idée avancée par Michel Serres que je trouve assez intéressante sur la trajectoire de Tournesol, cette idée qu'il commence finalement comme petit inventeur, il finit aussi presque comme petit inventeur avec des patins à roulettes, et puis même comme jardinier avec de nouvelles variétés de roses. Et entre les deux, il y a l'ascension vers les sommets les plus élevés de l'imagination scientifique. Oui, alors les sommets les plus élevé, je ne sais pas, mais en tout cas, il a la reconnaissance de ses pairs, la reconnaissance du public se fait à travers ses travaux sur la fusée en particulier. Donc, il se retrouve propulsé à la tête de l'équipe de conception de la fusée Ancy-Davy dans le diptyque sur la Lune. Il est à ce moment-là un savant reconnu par tout le monde et faisant autorité.
Alors cette trajectoire va redescendre, en particulier après l'affaire Tournesol, lorsque il se rend compte que l'invention qu'il a mise au point pourrait être destructrice, et du coup il ne veut pas faire le mal, il décide de brûler ses plans, lorsqu'il y a un geste fort pour un scientifique. Alors d'ailleurs ça provoque une mésaventure pour la barbe du capitaine Haddock, mais bon, ça c'est comme souvent. Et le rapport entre les deux d'ailleurs est très intéressant à étudier, puisque les intuitions de Tournesol se traduisent souvent par des Orions pour Haddock, mais du coup cette idée du savant qui brûle ses plans, elle est intéressante aussi dans la représentation que Hergé se fait de la science, de ses usages possibles. On rappelle qu'on est dans les années 50, au moment où évidemment la peur nucléaire règne dans le monde. Oui, alors cette invention de Tournesol n'est pas nucléaire, mais pourrait se révéler destructrice entre les mains de gens mal intentionnés. On voit on a ici une illustration de la figure du scientifique qui n'a pas vraiment d'intention bonne ou mauvaise, mais qui est renvoyé face à sa responsabilité à la fin et qui doit faire un choix. C'est un choix certainement très difficile dans son cas. Mais peut-être qu'effectivement, c'est cet événement qui le renvoie à ses roses dans les bijoux de la Castafiore ensuite. Alors il y a une chose intéressante, puisqu'on a parlé de la dangerosité possible de la science. Chez Hergé, contrairement à un certain nombre d'autres œuvres, si on pense par exemple au professeur Septimus, créé par Edgar Jacobs dans La Marque jaune en 1953, il n'y a pas de savant dévoyé, il n'y a pas de savant maléfique, il n'y a pas de Frankenstein, il n'y a pas de personnage de scientifique inquiétant, en tout cas dans les albums de Tintin, dans d'autres peut-être, mais les figures de savants sont plutôt des gens un peu distraits, plutôt gentils, mais il n'y a pas de savant fou. Il n'y a pas de savant fou, il n'y a pas de femme non plus. Alors ça, c'est vraiment Oui, alors ça, c'est un problème plus général dans Tintin. Plus général, voilà. Mais effectivement, les savants dans Tintin sont d'abord représentés comme des caricatures de savants distraits, chauves à lunettes. Vaguement radin, puisque lorsqu'il y a une grande découverte, voilà, on va juste acheter des caramels mous pour fêter ça. Voilà. Ça renvoie à la caricature du savant Cosinus de Christophe, qui est un modèle de caricature, de savant inoffensif, mais pas très en prise avec la réalité. Et puis, arrive Tournesol, qui est un personnage qui est beaucoup plus humain, beaucoup plus équilibré, en fait, contrairement donc à ce qu'on pourrait penser. Alors certes, il est sourd, certes, il est chauve, certes, il a des lunettes, mais c'est un personnage à part entière, avec des sentiments. Il peut être susceptible, il est certainement débonnaire, mais il y a des sujets sur lesquels il ne faut pas le chercher. Il ne faut certainement pas le traiter de zouave en particulier. Et il y a un grand lien affectif qui se développe avec les autres personnages, puisqu'il y a quand même 2 albums dont l'intrigue est motivée par une disparition de Tournesol qu'il faut aller sauver, chercher. Donc, il fait partie de la famille. Voilà. Il faut absolument... il fait partie du paysage. Ce n'est pas une sorte de personnage secondaire qui donnerait un coup de main de temps à autre pour dénouer des intrigues comme un Deus Ex Machina. C'est pas du tout ça. Il fait partie du paysage. Alors pour prolonger cette idée de famille, dans un de ses livres sur Tintin, Jean-Marc Apostolides avait écrit que c'était l'une des figures du père, que finalement le père de Tintin, Haddock, s'était dédoublé en Tournesol et que ça fonctionnait de cette façon-là. C'est des analyses très intéressantes à lire. Pour rester sur l'idée du savant fou, donc il est absent dans les albums de Tintin, pas totalement absent malgré tout de l'œuvre d'Hergé. Dans l'œuvre d'Hergé, non. Et ça, c'est intéressant de voir que le scientifique peut prendre deux figures très très différentes, peut adopter deux comportements extrêmes dans certains albums de Josette et Joko par exemple. On a d'une part le savant ingénieur, technicien, qui fabrique, qui travaille au bien-être de l'humanité. C'est le père de Jo et Z, qui s'appelle l'ingénieur Legrand. Alors une figure très très rassurante, capable de construire des ponts, de construire des avions qui vont dans la stratosphère. Et dans les mêmes albums, on a dans le Manitoba ne répond plus et dans l'éruption du Karamako, on a un savant fou, mais alors c'est plus fou, c'est pas possible, qui crée, alors c'est la figure du savant Démiurge qui crée une sorte de golem, de créature à la Dr Frankenstein, dans un repère sous-marin qui rappelle un peu les aventures de Jules Verne, et qui est absolument mal intentionné, qui est fou
et mauvais. Alors les personnages mauvais dans Tintin ne sont pas les savants eux-mêmes, mais plutôt ceux qui veulent s'approprier la science à de mauvaises fins. Il y a un élément finalement récurrent de scénario qu'on trouve dans beaucoup de BD de l'époque, qui est finalement des puissances hostiles, des États, des militaires qui veulent s'approprier la science. Voilà. Ça, évidemment, ça nous renvoie particulièrement à l'affaire Tournesol et à la politique expansionniste de la bordurie. Alors, cette tentative de récupérer les travaux du professeur Tournesol donne lieu à des aventures assez rocambolesques. Mais effectivement, Tournesol est à 100 lieues de se préoccuper initialement de ce genre de problème. Il fait des expériences principalement sur les miroirs et les verres à whisky de Moulinsart. Et par contre, dès qu'il se rend compte que ces puissances sont mal intentionnées, il fait le seul geste qui s'impose, c'est qu'il détruit son invention. Alors, c'est vrai que cette différence entre les scientifiques qui créent quelque chose et la mauvaise utilisation qu'un pouvoir peut en faire renvoie à une problématique extrêmement importante des années 40 et 50 et ensuite, en particulier autour de l'arme atomique. C'est assez clair. Alors on a beaucoup de scientifiques qui ont collaboré dans les années 40 à l'élaboration de l'arme atomique. Ça a été évidemment rapporté de nombreuses fois. Ce sont des gens qui, pour certains d'entre eux, se sont désolidarisés ensuite de cette invention. Oui, on pense à Einstein, à Oppenheimer, qui ont eu de vraies introspections ensuite, presque des crises de conscience au terme de ces expériences. Tout à fait. Cette idée du savant positif, elle est aussi manifestée par ce que font les savants, et en particulier ce que fait Tournesol dans les albums, puisqu'on voit que c'est aussi le savant qui arrive à créer des choses utiles, à créer des matériaux nouveaux, cette capacité à transformer le réel, que je trouve aussi assez caractéristique de ces années 40-50, où de nouveaux matériaux apparaissent, comme le nylon par exemple, et donc là on a dans les albums la tournesolite, on a tous les additifs que Tournesol invente, en particulier pour dégoûter de l'alcool, les picaros et d'autres. C'est aussi, dans Tintin Ville l'or noir, les comprimés qu'on met dans l'essence pour la transformer. Cette idée des matériaux, finalement, le scientifique, c'est celui qui va apporter des choses qui vont être utiles ou pouvant nuire, mais qui peuvent en tout cas transformer le réel. Qui transforme la matière même. Et ça, c'est très très amusant parce qu'on voit assez peu d'équations dans les albums de Tintin, et en revanche on voit beaucoup d'inventions. Et donc les scientifiques qu'on voit dans On a marché sur la Lune sont des ingénieurs qui sont attablés à des tables de dessin. D'ailleurs, il y a un petit clin d'œil puisqu'il a représenté Hergé, son collaborateur Edgar P. Jacobs, ou plutôt son ancien collaborateur à cette date, Edgar P. Jacobs, devant une table à dessin, et là il y a un parallélisme entre dessinateur et scientifique. Et ingénieur, oui. Voilà, et puis donc l'ingénieur, c'est celui effectivement qui concrétise finalement les découvertes scientifiques et qui les transforme en technique ou en technologie. Et donc là, de ce point de vue-là, il y a beaucoup plus de technique et de technologie dans Tintin que de sciences fondamentales, je pense. Ça renvoie justement peut-être à cette idée que Hergé avait plus de sympathie pour les ingénieurs, pour l'ingénieur Legrand, que pour le fou dangereux, certainement avant-gardiste du Manitoba ne répond plus, mais dangereux néanmoins. Ça renvoie aussi à une évolution interne de l'œuvre d'Hergé, puisque les albums des années 30 mettent en avant, je dirais avant tout, le voyage, la figure de l'explorateur ou de l'ethnologue. On en a parlé d'ailleurs, notamment avec Vincent Guignot à ce micro. Et puis, on a l'impression qu'à partir des années 40-50, le nouveau héros, c'est moins l'explorateur que l'ingénieur, qui finalement, c'est aussi un reflet d'une époque, sans doute. Oui, on a fini de faire, on a fait le tour de ce qu'il y avait à découvrir encore, donc maintenant on peut transformer. L'exploration demeure néanmoins avec en particulier la découverte de la Lune, enfin l'exploration de la Lune, mais autrement c'est vrai que maintenant il va falloir transformer, aménager, on va peut-être... Il faut s'accommoder de la situation, de la nature telle qu'on l'a découverte auparavant. Une nature d'ailleurs qui elle-même se manifeste dans les albums, puisqu'il y a la science que font les savants et les ingénieurs, mais il y a aussi la science qu'on voit à travers des phénomènes naturels. Alors il y a une éclipse fameuse dans le Temple du Soleil, il y a aussi régulièrement de la foudre, voire
des particularités de l'éclair en boule. Alors, c'est quoi l'éclair en boule? Je serais bien en peine de pouvoir vous l'expliquer. Donc, vraisemblablement, quelque chose qui ressemblerait à un plasma chaud. Donc un gaz suffisamment chaud pour qu'il s'y produise des phénomènes d'échange de charges entre différents points. Et donc s'accompagnant d'émissions de lumière. Voilà. Donc, et du coup, ça permet à Tintin d'être miraculeusement sauvé dans l'oreille cassée quand il est attaché à une chaise et que les gangsters vont lui tirer dessus. La foudre tombe et il se retrouve 20 mètres plus loin. 20 mètres plus loin. Et puis, même chose dans les 7 boules de cristal. Là, la foudre, l'éclair en boule sauve Raskar Uapak, la momie. Enfin, elle fait disparaître Raskar Uapak après avoir fait une petite démonstration pyrotechnique autour du fauteuil de tournesol, puisque c'est la fameuse couverture des 7 boules de cristal. C'est très intéressant parce que cet éclair en boule, on le retrouve donc chez Hergé, on le retrouve aussi chez Edgar Jacob. C'est le ressort principal de l'intrigue de SOS Météore. C'est un grand mystère. Alors je pense qu'on est capable certainement en laboratoire maintenant de reproduire des phénomènes qui se rapprochent visuellement au moins d'un tel objet. Je ne saurais malheureusement pas en dire plus. Ce monde naturel, c'est aussi un monde naturel avec des caractères parfois étranges, des créatures dont on ne sait pas si elles sont tout à fait réelles, comme le migou, le yéti, l'abominable homme des neiges, mais aussi des moines tibétains qui lévitent. Autrement dit, Hergé, qui est très fidèle à la réalité pour beaucoup de choses, il s'aventure aussi parfois sur des terrains qui sont beaucoup plus ésotériques. Oui, ça c'est très intéressant, ce glissement de la science vers autre chose. Je ne sais pas comment... La parascience, l'ésotérisme. Ouais. Oui, Hergé est resté une personnalité manifestement extrêmement ouverte aux nouvelles informations, avec assez peu d'a priori finalement. Donc moi je le vois un peu comme un boy scout qui a appris des choses dans son enfance, et qui se rappelle certaines leçons sur la mécanique, sur la décomposition de la lumière par un prisme, qui a fait des expériences, qui n'a pas poussé son éducation scientifique beaucoup plus loin, et il n'y a absolument pas lieu de le lui reprocher, mais qui peut-être du coup n'a pas fait la part entre ce qui relevait vraiment de la science et ce qui relevait d'autres choses. Ça pourrait être aussi quelqu'un d'éminemment ouvert, de toute façon, à d'autres influences, se rendant compte que la science n'est pas tout. On peut avoir un regard critique sur les apports scientifiques. Tout ne doit pas passer uniquement par le filtre de la science, et dans le cas d'Hergé, il était tout à fait acceptable de donner la parole aux légendes. Ou à la science-fiction. Quand on pense à Vol 714 pour Sydney, là on a quand même quelque chose de très frappant. Si on contraste avec Objectif Lune, où on est quand même dans une forme de précision, de volonté, de représenter des choses plausibles et rigoureuses, oui. Et ben là tout d'un coup les extraterrestres arrivent. Les extraterrestres arrivent. Et alors c'est très intéressant de voir ce que sont ces extraterrestres. D'abord, on ne les voit pas. On ne voit que leurs représentants, leurs ambassadeurs sur Terre. Ces extraterrestres sont manifestement, comme la plupart des extraterrestres que l'on rencontre, des gens beaucoup plus avancés que nous sur tous les plans. Ils sont télépathes, et ils ont des connaissances scientifiques qui sont bien plus avancées que les nôtres. Il y a une sorte d'idée générale sur le progrès de la connaissance. S'il y avait un axe mesurant les progrès de la connaissance, qui seraient vraisemblablement beaucoup plus avancés que nous. Et puis ils ont des matériaux aussi différents, comme ce petit objet qu'on retrouve dans la poche. Un métal inconnu sur Terre. Un métal inconnu sur Terre. Et alors là, ça nous renvoie à cette fascination d'Hergé pour les matières. Pour la matière. Qu'on trouve avec le calistène dans l'Étoile mystérieuse. Voilà. C'est l'époque d'Hergé, c'est l'époque où on fait encore énormément de découvertes de nouveaux éléments. On a découvert pendant la guerre le plutonium. On est capable, en faisant des expériences de physique nucléaire, de synthétiser des éléments de nombre de charges de plus en plus élevés. Aujourd'hui, on est capable d'aller très loin là, dans le tableau périodique des éléments.
Ceci étant, plus on va loin, moins les éléments que l'on crée sont comment dire, stables. Donc ils ont tendance à se désintégrer très très rapidement après leur fabrication. Donc il est vraisemblablement inenvisageable pour le moment de se dire que bientôt une épingle faite d'un matériau totalement inconnu fera son apparition sur le marché. Alors, par contre, sans pousser jusqu'à un nouvel élément, il faut se rendre compte qu'on a beaucoup de place entre les atomes et notre échelle. Et donc, les développements modernes sur les matériaux, en ingénierie des matériaux, donc ce qui intéressait Berger au premier chef, comme vous l'avez souligné, c'est donc l'idée qu'on peut fabriquer des matériaux sur commande en combinant différents éléments à différentes échelles pour leur faire remplir des fonctions, les fonctions désirées, avoir un matériau qui soit suffisamment solide et léger à la fois, par exemple. Ce qu'avait fait Tournesol avec la tournesolide qui a permis d'aller sur la Lune, on va en reparler. Oui. Ceci dit, ces nouveaux matériaux, souvent, ils sont extraordinairement petits, et dans Tintin, c'est pas tellement ce qui intéresse Hergé. Il y a très peu de microscopes, finalement. Il y a beaucoup de télescopes et très peu de microscopes. Le domaine de l'infiniment petit, c'est pas quelque chose qui l'intéresse tellement, visiblement. Non. Et je ne sais pas, il faudrait vérifier. Il a néanmoins, il y a une explication assez... qui est peut-être une retranscription de ce qu'Hergé avait lu dans un ouvrage de vulgarisation, une retranscription assez fidèle de la réaction en chaîne de l'uranium-235 émettant des neutrons qui vont heurter d'autres atomes d'uranium-235 et tout ça. Alors cette case-là, justement, elle est intéressante peut-être pour terminer cette première partie sur la démarche même narrative des albums, puisque ce sont des albums à leur façon aussi de vulgarisation. Quand on lit certaines planches de l'Étoile mystérieuse, eh bien, on a le professeur Callis qui explique ce que c'est qu'un spectroscope. Et quand on est enfant et qu'on découvre ce terme, eh bien, il y a une explication qui, alors peut-être qu'elle mérite sûrement d'être complétée, mais qui, dans un premier temps en tout cas, donne une approximation de ce que c'est. Même chose pour la pile atomique. Ce sont des albums dans lesquels il y a une démarche d'explication scientifique qui est réalisée. C'est bien entendu voulu. Ce sont des albums qui sont, et des publications qui sont à destination de la jeunesse. Elles doivent avoir, ces publications, des vertus éducatives. C'est saisissant de regarder le vocabulaire, la précision de certains mots employés dans l'œuvre d'Hergé. Où est-ce qu'on aurait pu apprendre le mot psittacose ? C'est cette infection qu'on attrape en étant mordu par des perroquets. Bon, ailleurs que dans Hergé, c'est pas possible. Je veux dire, tes albums ont des vertus éducatives tout à fait revendiquées. Et des vertus éducatives qui passent aussi par l'humour. J'ai devant moi la case d'Objectif Lune dans lequel l'ingénieur Wolf explique voici un atome du 238 qui se trouvera transformé en plutonium, mais les autres neutrons, que vont-ils devenir ? Oui, je suis inquiet pour eux. Je suis inquiet à leur sujet, répond Haddock. Voilà. Et du coup, on a à la fois le sérieux et l'humour qui fait passer finalement un certain nombre de choses. D'informations, tout à fait, oui. Il était très fort pour ça. Quand on est enseignant, comme vous, comme moi, qu'on s'intéresse à la science, est-ce qu'on peut utiliser Tintin pour illustrer des phénomènes, ou est-ce qu'au contraire, il y a des cases où on peut dire attention, là ça marche pas comme dans la BD ? Oui, alors Tintin est une mine pour ce genre d'illustration. D'abord parce que même si c'est une bande dessinée, le dessin est semi-réaliste, donc on est capable de reconnaître très bien quelques phénomènes de la vie quotidienne, et on est capable de transposer les situations illustrées par Tintin dans la vie quotidienne. Et donc ça, c'est absolument génial. Toutes les bandes dessinées ne permettent pas de faire ce type d'analogie. Et donc on a quelques phénomènes qui sont parfaitement représentés dans Tintin, en particulier par exemple les phénomènes atmosphériques. On a la fameuse éclipse du Temple du Soleil. Et puis on a dans l'album précédent, dans les 7 boules de cristal, on a Tintin qui s'en va sur la route de Saint-Nazaire et il commence à pleuvoir et on voit un joli arc-en-ciel à la fin de l'épisode. Et cet arc-en-ciel est manifestement complètement à l'envers en fait. Donc on a c'est une sorte une illustration qu'on peut utiliser pour titiller un petit peu les élèves dans les classes d'optique par exemple. Alors on a un autre exemple assez connu qui avait été je crois relevé par Jean-Marc Lévy-Leblond dans un ouvrage de problèmes de mécanique, qui est l'évasion du château de Moulinsart où Tintin est
retenu prisonnier par les frères Loiseau à la fin du Secret de la Licorne, et Tintin, ancien scout, en tout cas Hergé, ancien scout, avait trouvé une parade absolument géniale et se servait d'un madrier dont le poids devait être assez conséquent, en tout cas supérieur à celui de Tintin, à moins que ce soit un madrier de Balza, mais alors pour le coup c'est moins intéressant. Et donc elle trouve un madrier et Tintin le soulève ce madrier à l'aide d'une poulie improvisée, d'un drap et d'un caillou et d'une ficelle. Alors, l'épisode est connu, mais maintenant, si vous essayez de faire ça chez vous, ça risque de ne pas marcher, parce que les principes de la mécanique sont violés par Tintin. Mais là encore, c'est une très jolie illustration qui permet aux élèves de s'interroger sur la pertinence ou non de l'expérience. Et alors ça permet aussi de dire qu'au-delà de la question scientifique, Tintin trouve quand même souvent les objets dont il a besoin dans les situations difficiles, puisque un anneau, un drap, un madrier à portée de main, c'est dans Tintin en Amérique, lorsqu'il est enfermé dans une voiture métallique avec des volets, une scie qui lui permet de découper la porte, et même dans Tintin au pays des soviets, il est dans une cellule, et au fond de la cellule il y a un scaphandre, et donc ensuite il va pouvoir s'échapper sous l'eau grâce au scaphandre, malencontreusement mis dans la cellule, donc il a quand même souvent... Voilà, Tintin préfigure aussi MacGyver avec ce qu'on a sous la main, on arrive quand même à s'en sortir dans un certain nombre de situations. Mais peut-être qu'une autre personne que Tintin n'aurait pas exploité ces trouvailles de la même manière. D'où l'intérêt de la curiosité associée à une culture scientifique assez basique, mais malgré tout présente. Voilà. Alors si on prend maintenant les 4 principaux albums dans lesquels il est question de science, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on peut s'interroger. Dans l'Étoile mystérieuse d'abord. Alors l'Étoile mystérieuse, évidemment, c'est un album qui a un lourd passif, on le sait, puisque c'est publié entre octobre 1941 et mai 1942. On en a parlé avec Benoît Peters à ce micro. C'est l'album dans lequel il y a des cases antisémites qui ont été en partie retouchées pour l'édition de 1954, donc il est très problématique à beaucoup d'égards. Le climat de guerre d'ailleurs se ressent sans doute aussi dans l'ambiance apocalyptique du début de l'album, hein, c'est sans doute pas anodin. Et puis cet album il repose sur un phénomène scientifique tout à fait important et inquiétant qui est une météorite qui risque de s'écraser sur Terre, et puis on fait des calculs pour savoir si c'est vrai. Alors ça c'est quelque chose qu'on a retrouvé ensuite dans toute une série de films hollywoodiens comme Armageddon, Independence Day, etc. Hergé est peut-être pas le premier, mais un des premiers à l'imaginer et à le mettre dans un récit. Voilà, c'est un événement catastrophique qui s'annonce effectivement, que les scientifiques prennent d'une manière un peu bizarre, puisqu'ils s'empressent de faire des calculs sur l'heure de l'impact de la météorite sans se poser vraiment d'autres questions. Donc ça donne lieu à un gag assez marrant. Ensuite, on peut se demander, mais comment se traduit l'influence de cette météorite avant l'impact ? Alors, il commence à faire un petit peu chaud. On ne sait pas bien pourquoi. On voit une étoile dans le ciel. Est-ce que la météorite est une étoile ou un gros caillou ? À la fin, on sait que c'est un gros caillou, mais lorsqu'on la regarde au télescope, ça ressemble plus à un soleil, un deuxième soleil. Qu'est-ce qui fait que l'on voit ce soleil au télescope? Est-ce que c'est la proximité de ce soleil On est tenté de dire ce serait l'entrée dans l'atmosphère qui, avec le frottement, le fait se consumer, mais ça paraît trop distant pour l'instant pour ce seul cas, donc c'est pas entièrement clair. Avec un télescope qui, manifestement, n'est pas vraiment fait pour l'observation de ce type de choses-là. Ceci étant, si on revient à ce télescope, il est manifestement réglé de manière assez bizarre, puisqu'il nous permet de visualiser à la fois l'étoile et une gigantesque éperdiadème. Une araignée qui se promenait... Qui se promène sur l'objectif. Qui se promenait dessus. On remarque au passage que le premier réflexe de Tintin, lorsqu'il découvre tout ça, c'est de se rendre à l'observatoire et d'essayer même de rentrer de force dans l'observatoire, ce qui signifie que, d'une certaine manière, pour Hergé, la science est au service du public et de l'information. L'observatoire ne doit pas être ce lieu clos qui ne répond pas, mais la science doit donner des réponses. Oui, tout à fait, oui. C'est une forme presque de service public, en fait, dans cet album. Alors on trouve à l'intérieur le professeur Callis et son assistant. Alors quand je lis ces cases, j'ai toujours une pensée pour cet assistant qui ressemble à un malheureux postdoc de 55 ans qui est toujours au statut subalterne et chargé de faire les calculs pour le chef du labo qui va en tirer toute la gloire et qui va nommer lui-même l'astéroïde. Là il y a finalement une description du travail scientifique qui par certains côtés n'a pas perdu en actualité. Alors je sais pas vers où vous voulez m'entraîner là-dessus, mais ça vaudrait le coup quand même de creuser un petit peu le fonctionnement du système universitaire belge, qui était peut-être
particulier. Je vais me borner à rappeler qu'à l'époque, l'album a été écrit, en France en tout cas, on faisait des efforts pour essayer de recruter de nouveaux scientifiques à travers le nouvel organisme de recherche qui était le CNRS. Ah, CNRS, c'est immédiatement avant la guerre. Et immédiatement avant la guerre. On remarque que ces scientifiques font donc des calculs manuels. Il n'y a pas de machine à calculer pour l'instant pour voir si l'aérolite va se rapprocher ou pas. Et c'est d'ailleurs des calculs extrêmement épais. C'est des liasses entières de calculs qu'on manipule. Mais ça, c'est tout à fait réaliste en fait. Je pense que les physiciens d'avant l'apparition des ordinateurs étaient obligés de faire des calculs extrêmement complexes par approximation successive. Et il fallait effectivement, pour obtenir une description à peu près propre, dans le cas d'Urbain Le Verrier, découvrir une nouvelle planète au milieu du 19e siècle, il fallait développer des calculs sur de nombreuses feuilles, sur des liasses vraisemblablement. Alors une fois qu'on se rend compte que la catastrophe a été évitée de justesse, il faut quand même essayer de se rapprocher de cet aérolite pour trouver ce nouveau matériau, et donc pour ça faire un voyage scientifique, et là intervient un organisme qui s'appelle le Fonds européen de recherche scientifique. Alors à quoi ça nous fait penser ? Alors ça fait penser à un organisme qui existait à l'époque en Belgique, qui était le Fonds belge, je crois, de recherche scientifique, qui existe toujours, qui est une agence de moyens de nos jours, et donc qui était chargée de financer des projets scientifiques. Alors l'intéressant dans ce FERS, ce sont les portraits des 6 savants qui participent, puisque là c'est une planche célèbre de l'album, où on voit donc différents savants, et ces différents savants, ils ont un sens aussi dans le contexte politique de l'album. Oui, alors je pense que sur le contexte politique, vous pourrez peut-être m'en dire un peu plus. Moi je veux souligner peut-être le fait qu'ils ont tous des têtes de scientifiques telles qu'on se les représente, avec donc un crâne très largement dégarni, des lunettes, des cols amidonnés. Des cols amidonnés. On nomme leur université de provenance, mais on ne nomme pas leur spécialité, à l'exception d'un scientifique qui, alors ça pourrait paraître un petit peu mystérieux, mais en fait c'est un gag, manifestement, donc c'est un spécialiste des protubérances solaires. Voilà, le savant suédois Erik Björgenskold. Voilà, et qui a effectivement une tignasse qui rappelle les protubérances solaires évoquées. Alors le contexte politique, ce sont évidemment, il y a un savant allemand, donc on est à l'époque, je rappelle, la Belgique occupée par l'Allemagne, un savant allemand, Herr Dr. Otto Schultz de l'Université d'Iéna, et puis un savant suédois, un savant espagnol de l'Université de Salamanque, un savant suisse et un savant portugais, autrement dit des pays neutres, puisqu'il ne peut pas y avoir de savant anglais ou américain ou russe. Voilà, un russe, ce serait malvenu dans les pages du soir volé sous l'occupation, évidemment sous administration pro-nazie. Donc là, il y a évidemment quelque chose qui renvoie au contexte de l'album. Au passage, il y a un point qu'on n'a pas commenté, c'est la joie de la découverte, qu'on trouve d'ailleurs à plusieurs moments dans les albums de Tintin, lorsque le professeur Calice regarde le résultat du spectroscope, ils se rendent compte qu'il y a un nouveau matériau, ils sont heureux, ils font une petite gigue. Un peu plus tard, on aura Tournesol qui dira, eh bien voilà, il y a un nouveau satellite qui s'appelle Haddock. Et donc le processus de découverte, finalement, prend le pas sur tout le reste. Tout à fait. C'est une joie presque enfantine, tout à fait caractéristique de l'idée que l'on se fait de la découverte scientifique, et qui ressemble à finalement l'apprentissage d'un nouveau savoir. Alors, ce voyage scientifique, il a plein de mésaventures, évidemment, dans le scénario. Il aboutit quand même à des phénomènes scientifiques très étonnants sur l'île mystérieuse, donc l'étoile ou l'île mystérieuse qui en est issue, avec ces phénomènes de croissance accélérée. Ça s'explique scientifiquement ? Alors, sur la croissance accélérée, je n'en ai pas la moindre idée. Après, la question que l'on peut se poser... la question de la croissance est une bonne question, ça, il n'y a aucun doute. Mais elle irait de pair avec la question sur la conservation de la forme des objets. Est-ce qu'on peut transformer un champignon en un champignon ayant exactement la même forme, mais 10 fois plus grand, c'est-à-dire 1000 fois plus volumineux, c'est-à-dire aussi 1000 fois plus lourd, donc vraisemblablement susceptible de s'écrouler sous son propre poids. C'est la même question que l'on peut se poser pour cette araignée horrible qui se balade à la surface de l'aérolite. Est-ce que si on multipliait toutes les dimensions de l'araignée par 10 ou 20,
Est-ce qu'on obtiendrait ce ravissant animal capable de faire la course avec Tintin, et sans s'écrouler sous son propre poids, encore une fois. Alors la mission est malgré tout partiellement réussie, parce que Tintin arrive à sauver un spécimen, et cette idée de la récolte du spécimen, on la retrouvera aussi dans les albums sur la Lune, l'idée que il faut rapporter quelque chose pour que ça puisse ensuite servir à la science. Oui, c'est très intéressant, parce que qu'est-ce qui qualifie le succès de cette expédition ? C'est le fait d'avoir ramené un caillou. Juste un brave caillou de l'aérolithe. L'aérolithe a coulé, Tintin s'est mis en danger, mais bon, on a récupéré un caillou. Et donc avec ce caillou, on va pouvoir faire des recherches, la science va pouvoir avancer, et donc effectivement, il suffit de peu. Alors de ramener des cailloux, c'est aussi ce qu'on fait un certain nombre d'expéditions lunaires dans le monde réel. Dans le monde réel, oui. C'est les expéditions Apollo ont rapporté des cailloux, des échantillons de roches lunaires. Ils sont conservés où d'ailleurs ces cailloux ? Ils sont aujourd'hui il y en a un peu dans des musées, ou il y en a dans des labos ? Je pense qu'il y en a encore dans les labos. On fait encore des expériences sur ces cailloux-là. Alors on va parler évidemment de ce diptyque Objectif Lune, on a marché sur la Lune, en fait qui était publié comme une seule histoire presque continue entre 1950 et 1953, mais avec une grosse interruption, puisque entre septembre 1950 et avril 1952, la dépression d'Hergé l'a rattrapé, il a arrêté d'écrire après 24 planches et repris ensuite, donc c'est une histoire au long cours. Cette histoire, on a un petit peu parlé déjà de sa genèse. Il faut aussi dire que de façon générale, Hergé n'est pas le premier à envisager que les humains aillent sur la Lune, c'est quelque chose quand même qui est présent dans l'imaginaire depuis au moins le 19e siècle, voilà. voire avant avec Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac et les Sélénites, évidemment le Jules Verne. Alors Jules Verne c'est un canon, précisons si nos éditeurs n'ont pas lu De la Terre à la Lune, c'est un canon qui tire un obus gigantesque plutôt qu'une fusée. Voilà. Ce qui d'ailleurs physiquement serait pas forcément non plus une très bonne idée pour les gens à l'intérieur de l'obus. Je pense qu'il y a quelques limites physiologiques effectivement qui doivent être rapidement atteintes. Oui. Alors il y a aussi un film de Fritz Lang dans l'entre-deux-guerres qui envisage le voyage lunaire, donc il y a tout, voilà, il n'est pas le premier à l'envisager. Est-ce que dans ces albums on dit pourquoi on veut aller sur la Lune ? Est-ce que l'idée d'aller sur la Lune se suffit elle-même, ou est-ce qu'il y a une autre motivation ? Je ne crois pas me rappeler d'une motivation autre que scientifique. Un des aspects frappants du diptyque sur la Lune d'Hergé, c'est que à l'époque où c'est écrit, donc entre 1950 et 1953, il ne s'agit pas d'une description scientifique pour l'instant réaliste, mais clairement d'anticipation. Il s'agit bien d'une anticipation, puisque l'alunissage n'aura lieu qu'en juillet 1969. Hergé ne se base donc pas sur des documents techniques scientifiques, mais sur des visions d'artistes, sur des livres, des ouvrages de vulgarisation qui, d'une certaine manière, anticipent l'alunissage prochain. Et donc, malgré tout, il fait les choses plutôt bien, parce qu'il rend compte assez fidèlement de différents phénomènes qui seront rencontrés par les astronautes dans le futur. Alors, il n'y a pas encore d'alunissage programmé ni réalisé, évidemment, mais il y a malgré tout des premières tentatives dans le domaine de la balistique, dans le domaine des fusées. On sait que pendant la Seconde Guerre mondiale, en particulier, von Braun, côté allemand, a beaucoup développé ça. Donc, c'est quand même quelque chose qui est, d'une certaine manière, dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps, oui, mais en ce qui concerne von Braun, il ne s'agit finalement que de fusées à vocation destructrice, donc il faut voir que les fusées telles qu'on les représente à cette époque-là obéissent à un cahier des charges qui est peut-être différent de celui qui devra être suivi pour envoyer des hommes dans de bonnes conditions de sécurité sur la Lune. Et donc, de fait, l'aéronef d'Hergé ressemble assez à une fusée telle qu'on la voit représentée dans certains ouvrages sur les armes de la Seconde Guerre mondiale, et peut-être moins aux lanceurs qui seront finalement utilisés dans les années 60 pour envoyer des modules Apollo sur la Lune. Donc ces lanceurs-là sont avant tout de gigantesques réservoirs de carburant qui n'ont pour objectif que d'envoyer une petite capsule, relativement petite par rapport à la taille de la fusée, qui mesure une centaine de mètres, sur la Lune.
Pour revenir un instant sur Von Braun, annonçant édulcoration très forte de son passé nazi, puisqu'on le présentait finalement comme un bon savant un peu manipulé par les méchants nazis, alors qu'en réalité son passé nazi était beaucoup plus virulent qu'on l'a longtemps dit. Donc ça, c'est aussi les apports historiographiques sur la question qui ont permis de le montrer. La fusée de Tintin ressemble d'ailleurs à un V2. Un V2, voilà. Et elle est reproduite, je crois, aussi dans un album c'est dans l'affaire Tournesol qu'on la voit reproduite sur la couverture d'une revue de vulgarisation, je crois. Oui, c'est un livre qui présente les armes secrètes allemandes de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un livre réel dont Hergé s'est inspiré. Et effectivement, ça c'est une question que je n'ai pas réussi à résoudre. Peut-être que quelqu'un en parle dans un bouquin. Mais est-ce que Hergé connaissait ce code couleur de l'échiquier, de la fusée et du V2 au moment où il a imaginé sa propre fusée? Parce que on verrait mal finalement un Hergé avec tous les ennuis qu'il a eu pour avoir été évidemment la libération et ennuis évidemment en partie justifié pour avoir collaboré au soir sous contrôle allemand. Est-ce que volontairement il aurait remis quelque chose qui s'inspirait d'un modèle allemand ou pas? Bon voilà, on ouvre la question, peut-être que quelqu'un qui nous écoute pourra donner la réponse, mais effectivement la ressemblance avec le V2 est très frappante. Oui, tout à fait. Oui. Ce type de motif, on peut lui trouver une utilité dans l'élaboration de prototypes. La structure en damier peut permettre d'analyser les mouvements fins de l'objet, par exemple au moment du décollage, et donc de s'assurer qu'il n'y a pas de phénomène intempestif lors du décollage ou lors d'autres phases du vol. Vous avez dit que les lanceurs effectifs qui ont propulsé les missions Apollo notamment, comme les fusées Saturne, sont d'immenses réservoirs de carburant. C'est pas du tout le principe de la fusée imaginée par Tournesol, qui ressemble finalement plus à certains sous-marins développés pendant la guerre froide, c'est-à-dire qu'il y a un réacteur nucléaire à bord. Oui, c'est un réacteur nucléaire. Dans le cas de la fusée, c'est même pire que ça. Dans le cas donc de sous-marins, on a des réacteurs atomiques qui agissent comme des chaudières très très efficaces. Dans le cas de la fusée, le fonctionnement supposé de ce réacteur est d'envoyer une grande quantité de matière à très grande vitesse vers l'arrière de manière à être propulsé vers l'avant. Ce qui d'ailleurs devrait normalement soulever des objections qui sont d'ailleurs traitées par Tournesol qui dit que ce type de réacteur ne peut fonctionner que dans le vide parce que sinon on s'exposerait à des rejets radioactifs. Et ça suppose aussi d'avoir mis au point un matériau très résistant à la chaleur pour isoler le reste de la fusée de ce type de propulsion. Voilà, et alors donc ça, Tournesol, qui décidément a réponse à tout, a mis au point un matériau à base de silicone qu'il a baptisé la tournesolite, qui justement respecte ce cahier des charges de résistance à de très fortes élévations de température, effectivement. Donc c'est un verrou technologique identifié par Hergé qui n'est peut-être pas encore connu à cette époque-là. Ce que je sais, c'est que la NASA n'a toujours pas abandonné l'idée de faire des réacteurs atomiques. Cette fusée est mise au point dans un centre spatial qui, par certains côtés, rappelle ce qui est en train de s'ébaucher en Europe à la même époque. On pense par exemple au CERN, dont les préfigurations existent en 1952, qui est concrétisé en 1954, c'est-à-dire un grand centre international. Et ce centre de Sbrodge, il en a toutes les caractéristiques. Oui, c'est un centre international. Alors, c'est un centre international par la composition du personnel du centre. On a donc affaire à des scientifiques de tous horizons, Baxter, Wolf, Tournesol, leur patronyme en témoigne, mais c'est un centre de recherche SILDAV. Donc là, on n'est pas encore arrivé au CERN, un centre de recherche international sur la physique des particules, par exemple, mais on se rapproche néanmoins donc d'une entreprise à vocation internationale. Alors, il y a un précédent quand même dans l'histoire, c'est que lors du projet Manhattan, il s'agissait bien d'un projet américain, mais qui a fait appel aux compétences de scientifiques américains ou exilés d'Europe à l'époque. Ce centre, il comporte des dispositifs de sécurité très importants dans tous les domaines. Là aussi, ça correspond à ce qu'on peut attendre de ce type de projet, à la fois sensible sur le plan diplomatique, géopolitique, il ne faut pas qu'on vole les secrets, mais aussi du point de vue de son fonctionnement même, il ne faut pas qu'il y ait le feu, il ne faut pas qu'il y ait de radiation, etc. Donc là, on voit que toutes les mesures sont prises pour prendre des précautions. Oui, tout à fait. Et là, vous voulez m'amener sur le terrain de la médecine du travail. On voit qu'il y a un service médical extrêmement perfectionné qui vient épauler
d'autres mesures de protection des individus à travers des combinaisons. Il faut bien penser quand même qu'on a même élaboré une combinaison pour Milou. Avant d'aller sur la Lune, on procède par étapes, un petit peu comme dans ce qui va vraiment avoir lieu dans la course spatiale entre les États-Unis et l'URSS, où il y aura d'abord un satellite non habité Sputnik en 1957, puis des animaux, puis des humains, etc. Là, il y a la XFLR6 qui est cette fusée d'essai. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce processus ? Alors, c'est un processus qui est manifestement raccourci, c'est-à-dire que le programme spatial américain, le programme spatial soviétique se sont développés sur de nombreuses années et par petits pas. Or, dès le début de l'album, cette fusée d'essai a pour but initial d'aller faire un tour autour de la Lune. Donc, d'une certaine manière, de reconnaître le trajet. Donc, ça veut dire que le projet est déjà en phase d'aboutissement et donc il se pourrait qu'on ait raté plusieurs épisodes auparavant. C'est une fusée qui est guidée à distance. Alors, quel problème ça pose de piloter un tel objet à distance dans l'espace ? Alors, ça pose un problème important parce qu'on veut une capacité de réaction la plus rapide possible. Or, évidemment, plus l'objet est loin, plus la transmission d'informations depuis l'objet et d'instructions depuis la base de pilotage est retardée. Et donc, ça veut dire que, vraisemblablement, un tel objet aurait du mal à fonctionner avec ce fil à la patte qui le relie en permanence au poste de pilotage. Il faut des réactions très rapides qui impliquent soit le fonctionnement d'automates à l'intérieur de la fusée, soit un pilotage à l'intérieur de la fusée elle-même. Ce pilotage à l'intérieur de la fusée qu'on verra effectivement dans On a marché sur la Lune, même si c'est difficile parce qu'on manque d'oxygène pour le faire, mais on y arrive à peu près. Alors avant le départ sur la Lune, il faut quand même tester aussi les scaphandres. Qu'est-ce qu'on peut dire des scaphandres imaginés par Hergé pour ces personnages qui iront dans l'espace ? Alors, ce sont des scaphandres qui, justement, ressemblent à des scaphandres de plongée, qui reproduisent néanmoins quelques problèmes qui vont se présenter aux astronautes, aux spationautes, aux cosmonautes par la suite, à savoir, il faut maintenir une pression respirable dans la combinaison. L'extérieur sera évidemment exposé au vide, donc avec une pression nulle. Donc, vraisemblablement, la configuration normale d'un tel habit, c'est le bimindome. Un ballon gonflé. Donc il s'agit de rigidifier certaines parties de ce costume pour l'empêcher justement de contraindre trop l'astronaute qui va en être équipé. Et donc là, on voit bien qu'il y a une partie, il y a effectivement cette partie rigide dans le buste de ces combinaisons, donc seuls les bras et les jambes sont souples et disposés en accordéon. Alors on ne comprend pas bien exactement comment ça marche, mais il y a déjà cette idée effectivement qu'il faut faire avec la différence de pression entre l'intérieur de la combinaison et l'extérieur de la combinaison. Il y a une grosse différence avec des scaphandres de plongée qui ont une visière avec une grille et on voit pratiquement pas le visage. Là, au contraire, c'est extrêmement ouvert. On voit tout le visage avec cette bulle en plexiglas. Oui, ça c'est manifestement une contrainte de la bande dessinée. S'il fallait représenter les cosmonautes ou les astronautes avec des couches anti-reflets, on ne saurait plus identifier Tintin ou le capitaine Haddock lorsqu'ils sont à l'extérieur de la fusée. Alors si on part maintenant dans l'espace avec les héros de Hergé et qu'on suit les différentes étapes, il y a là aussi des choses à commenter, des phénomènes physiques marquants, et en particulier un phénomène physique extrêmement puissant, c'est celui du décollage et de la pression des jets qui s'exercent sur les corps. Comment est-ce que c'est traité dans l'album ? C'est plutôt très bien traité, donc on démarre couché, et il me semble que c'est comme cela que les décollages se produisent encore aujourd'hui dans les fusées terrestres qui décollent pour la Station spatiale internationale. Donc le fait de démarrer couché a pour but de diminuer le reflux sanguin dans le corps qui pourrait engendrer des voiles noirs ou voiles rouges, qui sont des phénomènes qui sont connus par les pilotes et par les lecteurs de Bugdani. Et puis cette impression de peser plus lourdement au décollage
est manifestement, effectivement, ressenti lors du décollage par les astronautes de nos jours. Dans l'espace ensuite, il y a différents phénomènes intéressants observables, notamment ces images de la Terre depuis le vaisseau spatial et ensuite depuis la Lune. On voit même un clair de Terre. Alors ce clair de Terre, il ne ressemble pas tout à fait aux photos qu'on a aujourd'hui de la Terre depuis l'espace ou depuis le satellite. Et du coup, comment expliquer ces représentations ? Qu'est-ce qu'on voit et en quoi c'est différent ? Alors effectivement, ces clairs de terre sont sans nuages. La Terre est un objet bleu, mais toute la couche atmosphérique n'apparaît pas dans cette représentation. Alors la première photo de la Terre vue de la Lune date d'Apollo 8, donc quelques mois seulement avant Apollo 11. Et donc c'est à cette occasion-là que les astronautes ont pour la première fois fait le tour de la Lune et se sont aventurés en fait en dehors de l'orbite terrestre, et donc ont pu faire cette photo du clair de terre sur la Lune. Des astronautes qui s'aventurent hors de leur vaisseau, c'est ce que font également Tintin, Haddock, avec une sortie spatiale qui est assez intéressante, avec une simple corde. Eh bien, on va tenter d'aller dans l'espace, non sans quelques mésaventures. Alors, qu'est-ce qui se passe du point de vue de la physique et des mouvements dans l'espace à ce moment-là ? Je trouve que cet épisode est plutôt bien rendu. Manifestement, l'astéroïde est en translation, donc se déplace à vitesse constante par rapport à la fusée. Donc, il faudrait vraisemblablement, si on veut se caler sur la vitesse de l'astéroïde, il faut stopper les moteurs. Mais à ce moment-là, si on stoppe les moteurs, tout le monde à l'intérieur de la fusée doit se retrouver en apesanteur. Donc, effectivement, l'astéroïde qui a l'air extrêmement neutre et inoffensif, c'est un corps massif, donc c'est un corps qui a la propriété d'attirer un autre corps par attraction gravitationnelle. Et bon, cet autre corps, en l'occurrence, c'est Haddock. Et effectivement, si Haddock se rapproche trop près de l'astéroïde, il va entrer dans la zone d'influence de l'astéroïde et devenir soit un satellite, soit se poser sur l'astéroïde. Alors, c'est éviter de justesse. Vous avez parlé d'apesanteur. C'est évidemment une scène très frappante de l'ouvrage. Sans doute encore plus frappante en 1952 quand on la découvre et qu'on n'est pas familiarisé par toute une série de films et d'images au phénomène de l'apesanteur. Oui. Cette scène où les personnages flottent et même le whisky de Haddock se met en boule. Alors, comme vous êtes un spécialiste des liquides, des fluides et des mousses, qu'est-ce qu'on peut dire de ces comportements du whisky du capitaine Haddock ? C'est effectivement, en absence de pesanteur, le whisky, la force qui maintient un liquide au fond du récipient va disparaître. On peut s'interroger sur ce qui va se passer, quelles sont les forces en présence qui vont déterminer le mouvement du liquide. Et les forces en présence, c'est la capacité du liquide à rester cohésif, à adopter le volume le plus faible possible, et puis la force de contact avec la paroi du verre. Et donc, ce qui risque de se passer en l'absence de pesanteur, c'est que le whisky, si cette interaction est favorable avec la paroi du verre, le whisky va vraisemblablement envahir la paroi du verre, donc il va déborder. Alors, une manière de s'affranchir de ce problème-là, parce que, évidemment, vous voulez m'amener à cette magnifique image de la boule de whisky qui flotte autour du capitaine Haddock. Oui, et le capitaine qui lui dit de revenir dans le verre, qui parle à son propre whisky, comme ça arrive quelquefois dans la série. Oui, il y a un rapport à l'alcool problématique. Et donc, effectivement, il suffirait d'utiliser une paille, en fait, et puis de faire sortir le whisky par un embout qui ne présenterait pas d'affinité avec le whisky, pour qu'on puisse former une boule de whisky, ou, pour être plus réaliste, d'eau, comme cela a été fait à bord de la Station spatiale internationale. Ils font pas ça avec de la vodka dans l'ISS ? Officiellement, non. Il y a des vidéos absolument sensationnelles qui ont été faites par un astronaute qui s'appelle Scott Kelly sur quelques expériences de physique amusantes, et en particulier donc du jonglage avec des bulles d'eau en lévitation dans la Station spatiale internationale. On arrive enfin sur la Lune, et là, il y a évidemment beaucoup d'éléments d'autant plus intéressants qu'au moment où il les imagine, Hergé, évidemment, n'a pas de moyens réels de visualiser cela. Parmi ces éléments, il y a les phénomènes physiques propres à la surface de la Lune, la pesanteur qui est moindre, le son qui ne circule pas. Ça correspond à des réalités bien connues.
Oui, tout à fait. On a les astronautes qui ont à l'UNI se sont empressés de démontrer l'absence d'atmosphère sur la Lune en faisant une expérience assez célèbre durant laquelle ils ont fait tomber un marteau et une plume. Et effectivement, en l'absence de force de freinage sur la plume, on voit que les deux objets tombent exactement à la même vitesse. Pour revenir à Tatin, la diminution de la pesanteur qui est plus manifeste, et donc ça se traduit par la capacité des différents personnages à faire des bonds gigantesques. L'absence d'atmosphère a une conséquence importante, c'est aussi l'absence d'ondes sonores à la surface de la Lune, et cela se traduit de manière spectaculaire lorsque une météorite s'abat derrière le capitaine Haddock Tintin et que ceux-ci n'entendent absolument rien. Alors en revanche, ils ressentent l'impact de la météorite via l'onde de choc transmise par le sol. Sur la Lune, on va se livrer à des expériences et donc Tournesol et Wolf installent des instruments, notamment des instruments d'optique. Et il y a finalement une collecte de matériaux scientifiques ou un travail scientifique effectif qui est mené sur la Lune. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Et au regard aussi de ce qu'on sait, eh bien, des travaux qui ont été menés effectivement par les missions spatiales. Alors, de nombreuses missions spatiales, effectivement, toutes les missions Apollo ont eu pour objet de faire quelques expériences scientifiques. Alors certaines étaient ludiques comme l'expérience de la plume et du marteau, d'autres moins. Il s'agissait de faire aussi des prélèvements. On voit des instruments sur la Lune qui correspondent à des sortes de télescopes. Et donc on peut se demander quel est l'intérêt d'aller disposer un télescope sur la Lune. Et alors, c'est très amusant parce que ça rejoint à ce moment-là ce qu'on sait de l'absence d'atmosphère sur la Lune. Donc, vraisemblablement, ce n'est pas une mauvaise idée d'aller disposer un télescope sur la Lune, si on en a les moyens, parce que les aberrations, les problèmes liés à la déformation des images par l'atmosphère sont de fait supprimés sur la Lune. Et donc, c'est plutôt une très bonne idée. C'est un peu Hubble avant l'heure, et Hubble sur terrain ferme. Dans le cadre de ces recherches scientifiques, Tintin et Haddock vont aussi se retrouver dans un char lunaire, une sorte d'engin à mi-chemin entre le Lunar Rover tel qu'il existait et puis le Panzer Tigre ou le T-34. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce char et de son intérêt dans ce type d'expédition? Alors, c'est un char qui manifestement permet de se projeter à grande distance. Et donc, le présupposé d'Hergé était qu'il fallait pouvoir se débarrasser de son scaphandre à la surface de la Lune. Et donc, ce char est suffisamment grand, vraisemblablement, pour que l'on puisse y trouver un sas permettant de se changer et donc de récupérer une atmosphère normale à l'intérieur du char. De fait, c'est pas du tout ça qui s'est passé, j'imagine pour des raisons de coût, d'encombrement. Ça coûte extrêmement cher d'emporter le moindre kilo de matériel sur la Lune, et donc les rovers lunaires sont réduits à leur plus simple expression: 4 roues, des moteurs et puis des sièges. Donc là, la vision d'Hergé n'était pas très réaliste. Ce char, en théorie, permet de se projeter à grande distance de la fusée. Et même de trouver de la glace, ce qui fait partie d'ailleurs des questionnements aussi bien pour la Lune que pour Mars, que pour d'autres astres. Cette question de la présence de l'eau dans l'espace, elle fait partie des sujets d'interrogation des astrophysiciens, des physiciens, des savants depuis longtemps déjà. Oui, tout à fait. C'est un problème qui n'est pas encore résolu pour la Lune. On suppose qu'il y a eu de la glace sur Mars. Et on sait qu'il y a certains satellites de nos planètes sont des satellites faits d'eau et de glace. Les paysages lunaires dessinés par Hergé, notamment la couverture évidemment de l'album On a marché sur la Lune, et puis plus largement les endroits dans lesquels on se balade, est-ce que ça correspond à ce qu'on connaît aujourd'hui? Alors évidemment on peut les observer depuis la Terre, c'est comme ça qu'on sait qu'il y avait un cirque, qui était le Cirque Park, qui n'a d'ailleurs pas besoin de clones, mais est-ce qu'on sait si dans le détail, il y a quelque chose du paysage lunaire qui transparaît dans ces albums avec anticipation?
Alors, pour avoir regardé les photos prises par les astronautes d'Apollo, je dois avouer que les paysages dépeints par Hergé sont beaucoup plus grandioses, beaucoup plus découpés. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils n'existent pas à la surface de la Lune, mais peut-être que les zones d'alunissage des astronautes ont été choisies précisément aussi pour éviter de se retrouver confrontés aux accidents du terrain. Aller alunir au fond d'un cratère, est-ce que même si c'est grandiose, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? J'ai quelques doutes sur la question. Il y a aussi quelque chose qu'il faut souligner, c'est que du fait de l'absence d'atmosphère, il est probable que notre vision des choses soit légèrement déformée, c'est-à-dire qu'on n'a pas de contraste entre un objet à l'avant-plan et un objet à l'arrière-plan. Il est probable que donc les paysages doivent apparaître de manière un peu bizarre, même si lorsqu'on regarde les photos prises par les équipages d'Apollo, on a l'impression de voir des collines extrêmement douces, certaines assez imposantes, mais qui ne ressemblent en rien au canyon et au paysage quasiment de Far West que l'on observe dans On a marché sur la Lune. Dernier aspect pour revenir sur Terre de ce voyage, une phase critique pour énormément de missions spatiales, c'est la phase de retour, la phase d'atterrissage, et en particulier la phase de réentrée dans l'atmosphère. Alors si on a vu des films comme Apollo 13, comme L'étoffe des héros, on sait à quel point c'est un moment absolument clé, et on retrouve dans l'album quelque chose de cette tension d'un objet qui arrive à grande vitesse, dont la réentrée dans l'atmosphère doit être maîtrisée, qui fait face à des frottements, qui fait face à des conditions de chaleur, parfois de manque d'oxygène très importantes. Là, on a vraiment un écho à des difficultés réelles de faire revenir un astronef de l'espace. Oui, tout à fait. Alors, l'objectif étant de ramener la fusée en un seul morceau, c'est un objectif qui n'a pas été finalement respecté par les différentes agences spatiales depuis longtemps. C'est quand on songe aux capsules Soyouz ou Apollo qui atterrissent, l'atterrissage se fait de manière extrêmement sommaire. Il s'agit d'une capsule presque de survie avec des parachutes pour amortir la chute. Alors il y a une exception, il faut quand même souligner qu'il y a eu des missions pilotées réellement. Il faut évidemment mentionner les navettes spatiales qui étaient exposées à de fortes variations thermiques lors de leur retour sur Terre. Et là, on remarque la précision des personnages envoyés dans l'espace par Hergé, puisqu'ils arrivent à revenir presque exactement au centre du terrain duquel ils sont partis, chose qui n'est pas pensable pour les capsules Mercury ou Apollo, qui vont en général au milieu de l'océan Pacifique, dans un rayon où ensuite on les recherche, mais il n'y a pas cette même exactitude. Voilà, oui, effectivement. Là, ceci étant, on est en train de faire manifestement de grands progrès sur ces sujets-là de nos jours. Et il semblerait qu'économiquement, il soit intéressant de récupérer les propulseurs et même de les faire revenir sur les plateformes qui les ont vus partir. Donc, je pense en particulier au système automatique de fusée élaboré par l'entreprise d'Elon Musk. Alors Elon Musk, à sa façon, c'est pas tout à fait un tournesol, c'est plutôt l'entrepreneur qui paierait des batteries de tournesol pour créer ses projets grandioses. Eh bien, ça nous ramène à d'autres situations dans l'œuvre d'Hergé, et en particulier à cette œuvre qui est l'affaire Tournesol, extrêmement intéressante, dans laquelle, eh bien, une invention extraordinaire attire la convoitise de grande puissance. Alors cette invention elle-même, il faut sans doute en dire un mot. Il s'agit d'ondes sonores qui sont capables de briser de la matière. Alors, est-ce que c'est physiquement possible que du son brise de la matière? Oui, certainement. Je pense que c'est une expérience que l'on peut faire chez soi, même si c'est pas conseillé. Avec un haut-parleur et un verre à pied, on peut, en sélectionnant la bonne fréquence, trouver la fréquence de résonance du verre à pied, par exemple, et le briser. C'est tout à fait possible. Alors, même chose avec un régiment qui marcherait au pas sur un pont? Alors, voilà, par exemple, effectivement. Mais en revanche, aller détruire toutes les structures qui correspondent à une ville, comme ce qui est représenté dans la maquette de plexiglas, c'est beaucoup moins sûr. De fait, je pense qu'il y a des expériences qui avaient été tentées et qui n'avaient pas abouti dans les années 30, en particulier justement dans la revue qui est montrée dans
l'album L'affaire Tournesol chez le professeur Topolino, on voit ces antennes et on mentionne le nom d'Albert Speer comme étant une des sources d'inspiration pour cette arme d'Hergé. Alors de quel type d'onde exactement on parle? D'infrasons, d'ultrasons? Comment ça marche dans l'album? Comment ça marche dans la réalité? Alors c'est pas très très clair dans l'album, mais on mentionne néanmoins les ultrasons. On voit que Milou et d'autres animaux sont affectés par ces sons, et ça nous renvoie à ce que nous connaissons de l'oreille des animaux, qui est peut-être plus sensible que la nôtre aux hautes fréquences. Ensuite, on peut détailler cet appareil en observant cette antenne parabolique qui ressemble à une sorte d'antenne optique qui permettrait de concentrer tous les rayons en un foyer, ou au contraire, à partir d'un foyer, de renvoyer un rayon directionnel dans un axe bien déterminé. Donc, il y a cette antenne qui est chargée vraisemblablement d'émettre un son sous une grande intensité avec une grande directionnalité. Mais malgré tout, on ne sait pas bien quel mécanisme exactement serait privilégié pour engendrer la destruction de bâtiments. Est-ce qu'il s'agit d'une résonance mécanique? À quelle échelle, en fait, fonctionne cette onde? Et donc, quelle échelle, ça veut dire quelle serait la longueur d'onde émise par cette antenne. Là, franchement, c'est assez nébuleux dans l'album. Il est d'ailleurs assez curieux de voir que l'invention est déjà opérationnelle à petite échelle. Elle a été expérimentée par Tournesol à Moulinsart, et à côté de ça, elle est expérimentée aussi par le pouvoir bordure lors de cette démonstration un peu terrifiante. Et du coup, on se dit, mais qu'est-ce qui empêche le pouvoir bordure de généraliser, de passer à une autre échelle? C'est manifestement le contenu de l'invention de Tournesol, ça n'est pas le caractère destructeur de l'onde, mais ça doit être plutôt la possibilité de la développer à une échelle suffisante pour détruire des bâtiments en grandeur nature. Ces appareils qui se trouvent dans le laboratoire de Tournesol sont intéressants. Alors, ils intriguent beaucoup Tintin et Haddock lorsqu'ils y pénètrent avec la clé dont dispose le capitaine Haddock du laboratoire de Tournesol. Lorsque vous pénétrez dans ce laboratoire en tant que physicien, vous retrouvez un univers finalement plutôt familier. Oui, tout à fait. Les représentations de laboratoire sont assez communes chez Hergé. Donc on pense évidemment au trésor de Rackham le Rouge, le laboratoire de Tournesol. L'autre laboratoire de Tournesol dans l'affaire Tournesol, on a aussi un laboratoire extrêmement mal tenu dans Le Manitoba ne répond plus chez Josette et Jouko. Et alors la première chose qui saute aux yeux dans ce laboratoire, c'est qu'il y a une apparence de désordre. Mais ça tient au caractère assez dépareillé des différents appareils que l'on y rencontre. Et donc effectivement, il est difficile de donner une impression de rangement dans un laboratoire la première fois qu'on y rentre. Mais il faut bien voir qu'en fait, chaque appareil a une utilité et est bien rangé, en fait. Et en fait, c'est très fidèle même à la démarche scientifique, puisque c'est pas de la production en série, ce sont pas des objets qu'on peut aller acheter dans un magasin d'électrique ou d'électronique, ce sont des appareils que Tournesol a créés pour les besoins de ses expériences, et ça, c'est une démarche commune, finalement, dans le travail scientifique, de créer son appareillage. Voilà, c'est ça. Ce sont des prototypes. Il est important de voir qu'un bon laboratoire de sciences fonctionne avec de bons techniciens, de bons ingénieurs qui sont capables de faire sur commande des appareillages qui n'ont jamais été faits ailleurs. Et donc, ça donne lieu à des appareils aux formes, ça engendre des appareils aux formes étranges, forcément, mais qui ont tous une utilité, une fin. Alors cet album, il pousse peut-être à son paroxysme quelque chose dont on a déjà un petit peu parlé, c'est cette fascination d'Hergé pour la matière, et en l'occurrence le verre. Et en reprenant les albums, vous avez vu que ce verre brisé, c'est un motif finalement très récurrent dans l'œuvre d'Hergé. C'est même inquiétant. Il avait manifestement un compte à régler avec le verre, parce qu'il existe très peu d'albums où Tintin ou l'un des autres héros de la série ne brise pas du verre à un moment. En fait, je crois que je n'en ai relevé que 2 vers la fin de la série. On pourra, à titre d'exercice, essayer de retrouver du verre cassé dans les autres albums, mais on ne voit pas de verre brisé ni dans les bijoux de la Castafiore, ni dans Vol 714 pour Sydney. Alors, si on accepte de réunir les diptyques des 7 boules de cristal et du Temple du Soleil, d'une part, et puis On a marché sur la Lune et d'Objectif Lune, d'autre part, eh bien,
tous les autres albums contiennent un épisode de verre brisé. Cette tendance qu'a Hergé à briser le verre, elle trouve son paroxysme dans l'affaire Tournesol, puisque la couverture elle-même représente une plaque de verre opaque, brisée, et dont le rendu est assez fidèle. On reconnaît des structures qui, si on a un jour envoyer un ballon à travers une vitre sont assez ressemblantes. Il y a d'autres phénomènes liés à la brisure du verre, à la fracture de ce matériau dans l'album. Et c'est alors au choix donc les verres à whisky, les bouteilles, ou alors le miroir du capitaine Haddock que l'on voit se fendiller petit à petit. On voit l'apparition de fractures qui se développent petit à petit jusqu'à ce que l'ensemble du miroir se brise, car les forces qui lient les différentes parties du verre ne sont plus opérantes. Et du coup, pour le physicien, le verre brisé, c'est d'une certaine manière une figure de l'irréversible? Oui, c'est une illustration qu'on aime prendre lorsqu'on enseigne la thermodynamique, et en particulier la thermodynamique des phénomènes irréversibles, le fait qu'à l'échelle microscopique, à l'échelle des particules, tous les phénomènes sont réversibles, mais que du fait du passage au macroscopique, donc à notre échelle, du fait du nombre gigantesque de particules dans la plupart dans les systèmes qui nous entourent, eh bien, la physique à notre échelle est irréversible. Et donc, en particulier, ça veut dire que on est capable si on était capable de filmer des particules entrant en collision à l'échelle microscopique, on pourrait très bien renverser le film et ne pas être surpris par ce qu'on verrait, parce que ce qu'on est capable de faire dans un sens, on est capable de le faire aussi dans l'autre sens. En revanche, lorsqu'on casse une tasse, lorsqu'on casse un verre, lorsqu'on casse une vitre, eh bien, le caractère irréversible des lois de la thermodynamique se manifeste à plein, puisque les tasses ne vont pas se reformer spontanément, ou les vitres se ressouder. Il y a un nombre, encore une fois, anormalement élevé d'événements catastrophiques impliquant du verre. Le verre, c'est l'objet, c'est le matériau technologique par essence. On fait du verre depuis très longtemps. On maîtrise différents procédés pour faire du verre de différentes formes depuis très très longtemps. Mais Hergé s'ingénie à faire sortir les objets en verre de leur domaine de fonctionnement usuel. Et donc une vitre chez Hergé, une bouteille chez Hergé sont faites pour être cassées. Ces vitres cassées, elles sont dues ici à des inventions néfastes de Tournesol. Il va revenir ensuite à des choses plus pacifiques, comme on l'a dit, avec quand même une exception sur laquelle il faut peut-être s'arrêter une seconde, qui est cette formule chimique qu'il met au point dans Tintin et les Picaros, qui permet de dégoûter de l'alcool des personnages, parce que c'est intéressant scientifiquement, c'est peut-être une grande avancée. Sans doute des laboratoires comme Sanofi seraient très intéressés pour avoir la formule. Ceci dit, du point de vue de l'éthique de la recherche, on peut dire que c'est quand même assez discutable ce qu'il fait dans cet album. Oui, c'est tout à fait surprenant de la part de Tournesol, mais bon, d'une certaine manière, il y a une sorte de morale supérieure chez lui. Il veut vaincre le démon de l'alcool chez Haddock, et cela renvoie effectivement à une petite tendance un peu directive de la part de Tournesol, puisqu'il veut le bien de Tournesol contre son gré. Dans le cas de Tournesol, il faut voir quand même qu'il n'en était peut-être pas à son coup d'essai, puisque dans le Trésor de Rackham le Rouge, il est persuadé de l'utilité de son invention. Et donc, malgré un message sans ambiguïté, écrit noir sur blanc pour être bien sûr d'être compris par le capitaine Haddock sur un mur, « Votre appareil ne nous intéresse pas », eh bien, Tournesol s'embarque néanmoins, persuadé qu'il a quelque chose à apporter sur le navire du Tintin et du capitaine Haddock. Alors pour terminer, je voulais juste vous poser une question sur finalement l'autre BD dans laquelle il y a toute une série de questions scientifiques qui se posent. C'est Gaston Lagaffe, c'est passionnant à étudier pour un scientifique. Si on a lu des albums de Gaston à l'enfance, ou si ça fait longtemps qu'on les a pas relus, qu'est-ce qu'on peut regarder avec une curiosité scientifique dans ces albums? Je pense que dans Gaston Lagaffe, effectivement, un aspect extrêmement intéressant est le fait que Franquin, l'auteur, a poussé chacun des objets de notre vie quotidienne un peu au-delà de son domaine habituel de fonctionnement. Il a fait les choses en plus grand, et il a extrapolé
le comportement, il a caricaturé, de fait, le comportement de certains objets en les améliorant, en augmentant la taille des ressorts, la taille des planches de bois, la taille des bulles de savon. Il a donc essayé de rendre les choses plus grandes et il en a tiré des gags donc, qui sont absolument délicieux. Et ce qui est très 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 intéressant, c'est de se poser la question en tant que scientifique, effectivement, de savoir si lorsqu'on pousse un peu le bouchon, lorsqu'on suit le raisonnement de Franquin, par exemple, lorsqu'on crée un fauteuil ressort un peu plus grand, est-ce qu'on fait des bonds à la manière du marsupilami? Lorsqu'on fait un gaffophone, est-ce que ça fait vibrer les immeubles? Est-ce que ça fait vibrer les immeubles? On voit que les vents du gaffophone ressemblent un petit peu à l'antenne que l'on voit dans le laboratoire du professeur Tournesol. Il y a peut-être les mêmes vertus. Et peut-être qu'en fait, le professeur Tournesol aurait dû se renseigner auprès de Gaston Lagaffe pour son invention. Merci beaucoup Jérôme Lambert. On rappelle que la bibliographie se trouvera sur le site de l'émission sur paroledhistoire.fr. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site paroledhistoire.fr pour tous les compléments ainsi que la bibliographie de l'émission. Et à très bientôt pour de nouvelles histoires de Tintin.